C'est bien ce que j'ai choisi. Ouais, dans 10 secondes. Vous l'entendez aussi, hein? Oui. Bonjour à toutes et à tous. On est très, très heureux d'être parmi vous ce matin sur le printemps du podcast. Merci, un grand merci à toute l'équipe de Radio Arc-en-Ciel de nous accueillir ici sur ce plateau. Je suis Julie, votre animatrice du jour, et j'ai le plaisir, l'immense plaisir de cuisiner 3 experts en droit du travail que j'ai amenés ici. Ils ne voulaient pas venir en vrai, c'était pas très... Voilà. Mais on est là, on y est, on vous a préparé une petite chose très sympa. Ce sont mes collègues, alors ils me détestent un petit peu. Euh, mais Pierre m'a dit un jour, Julie, je ferais bien un podcast en droit du travail. J'ai dit, ben ok, allons-y, on n'est pas à un défi près au cabinet. De quoi vont-ils parler? Alors je vous rassure tout de suite de choses très pratico-pratiques. On n'est pas là pour vous faire une thèse en droit du travail, pas du tout. Il se trouve qu'on est vendredi 13. Alors on a réfléchi, vendredi 13, il y a des superstitieux qui nous écoutent, je suis sûre, hein, des gens un peu qui croient aux légendes, etc. On s'est dit, tiens, faire un truc sur les légendes urbaines du droit du travail, c'est une bonne idée parce qu'on a toujours un peu au cabinet les mêmes questions qui reviennent. Et puis on croit savoir des choses et en fait, elles sont fausses ou elles ont évolué, elles ont été vraies à un moment donné. Et depuis, ça a changé, il y a une nouvelle jurisprudence, etc., des décisions contre. Alors, on va parler d'un sujet, droit du travail, qui concerne plus de 20 millions de Français, de salariés. Beaucoup sont salariés, beaucoup d'entre nous sont salariés, ou beaucoup d'entre nous connaissent des salariés. Et puis, vous pouvez être employeur aussi de salariés, évidemment. Et puis, en tant que particulier employeur, vous êtes soumis aussi au droit du travail. Donc, c'est ce qu'on va voir ce matin. Et alors, je vais commencer par vous présenter. Je vais respirer un coup aussi. Donc, à eux trois, Pierre, Maritina et Elena, nous avons, tenez-vous bien, 21 années d'études en droit du travail. Enfin, en droit, pardon, à l'université de Strasbourg. Donc 21 années à 3, je trouve que c'est pas mal, on peut les applaudir bien fort. Bravo. Et on précise que Maritina compte pour 11 années. 11 années, on va le voir tout à l'heure. Donc il y a du lourd sur ce plateau ce matin. Elena, on va commencer par toi. Tiens, voilà, je sens que tu as envie là. Ouais. Alors Elena, tu es juriste au sein du cabinet d'avocats d'Ulmédor. Tu es la plus jeune de nous 4. Hein, ouais, on ne va pas additionner les âges, ça fait trop mal. On va additionner les années d'études en droit, mais pas les âges, s'il vous plaît. Donc, quel âge tu as? C'est discriminatoire comme question, vous en êtes conscient, hein, vous qui nous écoutez. Donc, normalement, je n'ai pas le droit de poser cette question, mais je la pose quand même. J'accepte de la recevoir et d'y répondre. J'ai 24 ans, Julie. 24 ans. Tu as toujours voulu faire du droit? On est en plein Parcoursup là actuellement. Ça peut intéresser les parents qui nous écoutent et qui se disent « Oh là là, mon enfant, on ne sait pas quoi faire ». Alors non, j'ai pas toujours voulu faire du droit. J'ai commencé par un baccalauréat scientifique et je voulais plus faire de sciences. Je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait me plaire à la sortie? Je suis allée en droit. Ça proposait un panel assez large de débouchés. C'est sûr. Et donc en première année, deuxième année, c'est vraiment en deuxième année où je devais choisir mes matières en fait pour l'année prochaine. Et l'année suivante, la troisième année, j'ai vu droit du travail et il m'est aussi arrivé un événement assez personnel qui m'a fait me dire « Ok, le droit du travail, c'est ce que je veux faire ». Et voilà, je suis tombée dedans. Maintenant, je suis tombée dans la marmite et du coup, j'ai continué tout mon cursus en droit du travail. Et maintenant, C'était quoi cet événement personnel? Tu peux le dire? Oui, c'était le licenciement pour motif économique de mon papa. Donc, il l'a appris très brutalement après presque 40 années d'ancienneté au sein de l'entreprise et au sein de laquelle il travaillait. Effectivement. Donc voilà. Je comprends que ça puisse faire naître des vocations. Merci Elena. Et alors, on est quand même sur une radio, donc on va parler musique. Vous avez vu qu'on vous a mis un jingle rock, vous n'avez pas tout entendu encore. Toi, alors, on dit toujours, c'est à l'adolescence, quand on a 14-15 ans, là, ce qu'on écoute, ça nous fait vibrer un peu tout au long de sa vie. Toi, t'écoutais quoi à 14-15 ans quand t'étais ado? Vas-y.
Gros plaisir coupable, hein, mais Katy Perry, section d'assaut, enfin vraiment, Section on met, d'assaut. on met une playlist année 2010 et c'est ma C'est bon, playlist c'est en parti. voiture. Je chante tout seul à tue-tête. Bon, ok. Merci Elena. Je sais que tu aimes le vélo aussi, donc c'est un point commun que tu partages avec Pierre. On passe à Maritina. Bonjour. Bonjour Maritina. Alors Maritina Kiapekaki, tu es donc docteur en droit et tu es juriste aussi au sein du cabinet d'Ulmédor. Sur ma Exactement. petite fiche, il est écrit que tu adores les comédies musicales, Exactement. que tu es une épicurienne, tu aimes bien manger, tout ça, et tu promènes des lamas à tes heures perdues, donc tu partages aussi un amour pour les animaux. Tout à fait, mais c'était qu'une fois les lamas, attention, hein, c'est pas tous les jours. Hein. Ouais, elle revient Tout de à fait. week-end, elle nous raconte des choses complètement improbables. C'est vrai. Et là, c'était les lamas, ça nous a beaucoup fait rire. Bon, merci Maritina d'être avec nous et de répondre après aux questions plus sérieuses quand même qu'on va te poser aussi. C'est ça, merci. Nous accueillons aussi Pierre Dulmet, avocat au sein du cabinet d'avocats d'Ulmédor. Bonjour Julie. Bon, alors, bon, il accompagne en fait Maritina et Elena. Hein, c'est vraiment elle qui a dit allez, on fait le podcast. Pierre, tu viens avec nous. Et il a dit ok, les filles, d'accord, je vais pas vous laisser toute seule avec Julie. Donc merci. Pierre, plus de 20 ans de pratique du droit du travail. Ça commence à causer. Tu aimes aussi, en dehors du droit, beaucoup le foot et la musique. Alors, Pierre, je suis sûre qu'il y a des auditeurs là qui l'ont reconnu parce qu'il est de tous les pogos à la laiterie, au point d'eau, les circle pits, les wall of death, non, aucun secret pour lui. Il y va à fond. Alors, chez Narcisse aussi, voilà. Ou à la Alverrière, à Meisenthal, enfin bref, toutes les salles de concert de la planète, je crois qu'il les connaît. Enfin, il s'est lancé un défi dans la Chez vie. Narcisse aussi. Quoi. Ouais, chez Narcisse, au Val d'Ajol. Alors, et à part le droit et le rock'n'roll, t'aimes quoi? Ben, le VTT, une passion que je partage avec Elena et mon chat qui, j'espère, nous regarde en ce moment. Qu'on partage tous une passion pour les animaux, c'est vrai, il faut bien le dire. Ok, alors, il y a une œuvre d'art qu'on voulait vous montrer et qui va faire une très belle transition. C'est une image que vous devez voir apparaître à l'écran. Nestor, tu nous l'envoies, s'il te plaît. Ah, merci, on l'aime cette photo. Alors, vous la retrouvez sur le site du cabinet d'Ulmédor, le cabinet d'avocats. C'est une œuvre d'art, Pierre. J'aimerais que tu nous en parles. Pourquoi elle est importante pour toi et qu'est-ce qu'elle représente de ta pratique du droit? Alors, nous, notre spécificité, c'est qu'on ne fait que de la défense de salariés, de syndicats et de CSE. Donc, c'est une œuvre qu'on a demandé, qu'on a commandée à l'artiste Sam Sophie, que j'apprécie énormément, et qui l'a réalisée pour nous. Alors, en fait, ça représente les marches du tribunal de Strasbourg, avec finalement notre clientèle, c'est-à-dire des professions, des salariés de toute profession, des ouvriers de la métallurgie, des gens, des travailleurs sociaux, des banquiers, des cadres, enfin peu importe, des infirmiers aussi. Et donc c'est notre clientèle qu'on voit derrière, où on les défend dans la vie de tous les jours, et avec le cabinet qui est en première partie, avec mon associé Luc Deur qui est parti à la retraite il y a 1 an, qu'on salue bien fort, et donc les avocats qui sont derrière, et nos chères assistantes Dolores et Jessica, qui nous accompagnent dans notre vie de tous les jours, qui sont le pilier du cabinet, qu'on embrasse aussi bien fort. Et on voit un petit juge aussi là, avec ses cheveux blancs sur cette Ouais, image. ils n'ont pas toujours ces cheveux blancs, rarement, je ne l'ai jamais vu en France, mais voilà, c'est pour représenter, symboliser la justice. Super, merci pour cette transition. Je sais plus, après on avait un jingle, je crois. On avait un jingle ou on enchaînait direct avec les questions? Non, on enchaînait avec les questions. Allez, On c'est y va. parti. Ah ouais, on remet la musique. Petite Pardon, je savais plus s'il y avait le... Ah oui, c'est ça. Ah, on enchaînait direct, bon, c'est pas grave. N'empêche, il est réactif, hein. Donc on va enchaîner sur le droit local. Hein. Comment? T'as le droit de me parler, hein? Ils n'entendent pas là? Nous voici de retour pour ce podcast sur les légendes urbaines du droit du travail. Après cette présentation, on va rentrer dans le vif du sujet, enfin, et parler un peu du droit local. C'est une des spécificités, évidemment, à Strasbourg et en Moselle. Donc, Pierre, on appelle droit local... Enfin, qu'est-ce que c'est en fait le droit local et pourquoi c'est important de commencer par en parler quand on évoque des sujets de droit du travail dans votre pratique au quotidien?
Alors le droit local, on pourrait passer beaucoup de temps sur la Mmh. matière, pour faire très court. Donc c'est un droit spécifique au Bas-Rhin, au Haut-Rhin et à la Moselle. Alors pourquoi ce droit est spécifique? Il faut se souvenir malheureusement, il y a de nombreuses années, l'Alsace et la Moselle étaient sous le joug de l'Allemagne. Et il y avait Bismarck qui avait mis des lois spécifiques pour les travailleurs dans son pays, en Allemagne, et donc y compris en Alsace-Moselle. Et quand l'Alsace-Moselle est redevenue française, notre spécificité, c'est que c'est ce droit particulier qui ne s'appliquait pas à la vieille France, s'est maintenu dans le Code du travail français. Alors initialement dans le cadre du Code de commerce local, Mmh. et ensuite ces dispositions ont été intégrées dans notre Code du travail. Donc vous verrez, si vous ouvrez un Code du travail, des mesures spéciales pour toute la France et les mesures spécifiques au droit local d'Alsace-Moselle. D'accord. Donc, quand on entend quelqu'un dire: «Ouais, le code du travail s'applique pas en Alsace-Moselle», évidemment, C'est faux. c'est faux. C'est faux, c'est l'inverse. C'est-à-dire que notre spécificité en Alsace-Moselle, c'est vraiment d'avoir le Code du travail qui est finalement un socle, le droit pour tous les travailleurs. Oui. À cela s'ajoutent les spécificités du droit local qui, la Cour de cassation nous le répète souvent, sont plus favorables et doivent le rester pour les travailleurs Ah, c'est en matière, intéressant. enfin on le verra tout à l'heure, Dans des dans exemples. différentes matières. Alors justement, un exemple, une légende, on ne peut pas être contrôlé par le médecin contrôleur lors de la suspension du contrat de travail. Donc si on est en arrêt maladie, on ne peut pas, en droit local, être contrôlé par un médecin contrôleur. C'est vrai ou c'est faux, Elena? Alors c'est totalement faux. Je repose un peu le contexte. Donc en Alsace-Moselle, en droit local, quand un salarié est en arrêt maladie, enfin, absent pour une durée relativement sans importance et qui est indépendante de sa volonté, il a le droit au maintien de salaire total par son employeur. Et donc, l'employeur versant un complément de rémunération au salaire, il peut ordonner à un médecin contrôleur de passer chez le salarié afin de vérifier que son état de santé nécessite justement un arrêt maladie. La seule différence entre le droit local et le droit commun, c'est qu'en droit local, donc lorsque le médecin contrôleur vient contrôler le salarié, le médecin contrôleur donc rendra son rapport, mais l'employeur, peu importe le compte-rendu du rapport, sera obligé de maintenir la rémunération du salarié pour cette durée relativement sans importance. Et il faut également préciser que les contrôles se multiplient dans la pratique. Donc nous, on conseille vraiment à nos clients et à nos auditeurs aujourd'hui de toujours accepter le contrôle, d'être présent lors du contrôle par le médecin contrôleur et de s'y soumettre. Ok, je te remercie, Elena. Et alors, en droit local, c'est quelque chose qu'on entend souvent. Est-ce qu'il y a une prime pour la Saint-Étienne? Non plus. Ah. En droit local, donc, on bénéficie de 2 jours fériés supplémentaires par année civile, Vendredi Saint et la Saint-Étienne, le 26 décembre. Mhm. Mais le fait que Saint-Étienne soit un jour férié en Alsace-Moselle ne donne pas automatiquement droit à une prime pour le salarié. Simplement, un salarié qui travaille pendant Saint-Étienne, qui est un jour férié en droit local, pourra, si la convention collective ou un accord d'entreprise le prévoit, bénéficier d'une majoration de son salaire. Encore au cas par cas. D'accord, moi, je te remercie, c'est très clair. Maritina, on va parler préavis avec toi. Et c'est une question qui revient, on le sait très souvent, les gens le savent, alors, enfin ou pas, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? On va démêler tout ça. Il existe un préavis de démission de 15 jours en droit local. L'employeur peut-il imposer un préavis de démission plus long? Alors effectivement, c'est un débat récurrent Ouais. et nous sommes très sollicités sur cette question. C'est l'exemple d'un salarié qui souhaite démissionner. Il propose à son employeur les 15 jours de préavis et son employeur lui oppose le préavis légal ou même conventionnel qui est sûrement d'une durée plus longue, 1 mois, voire 2 mois. Alors qu'est-ce qu'on fait? C'est très simple, les juridictions sont déjà prononcées sur cette question. En présence d'un conflit des normes, c'est-à-dire un conflit entre la disposition du droit local et une disposition du droit commun ou d'une convention collective, on va appliquer la disposition qui est la plus avantageuse pour le salarié. Alors, quelle est la disposition la plus avantageuse en matière de préavis de démission? C'est évidemment le délai qui est plus court.
et on va appliquer les 15 jours et non pas le préavis plus long. D'accord. Avec une petite précision, c'est 15 jours pour les emplois, on va dire, communs. Par contre, si vous êtes considéré comme un commis commercial ou pour des professions, des postes très techniques, c'est un préavis de 6 semaines qui sera applicable. Et donc, cette question, effectivement, des préavis, elle était extrêmement fréquente il y a 1 ou 2 ans, quand on était en tension dans les emplois et quand il y avait énormément de démissions dans les entreprises, où les entreprises se battaient pour garder les salariés et éviter qu'ils partent trop vite. Donc, ce qui a été intéressant, c'est que ça a permis aussi à certains employeurs de réfléchir là en se disant pourquoi les gens partent, pourquoi ils partent aussi vite, et de réfléchir sur l'amélioration des conditions de travail de leurs salariés. D'accord. On arrive à la fin de cette première partie. On va enchaîner avec l'exécution du contrat de travail, un vrai faux sur cette thématique. Et histoire de reprendre un peu nos esprits, on rebalance, Nestor, s'il te plaît, un petit jingle rock. Yes, c'est différent en plus. J'entends pas ce que tu dis, Nestor. Nous voici de retour pour parler des légendes urbaines du droit du travail. Alors, Elena, pardon, on ne peut prendre ses congés qu'après 1 an de présence. Vrai ou faux? Alors, heureusement pour les salariés, c'est faux. Ouf. Avant 2016, c'était le cas, mais depuis 2016, tout salarié nouvellement embauché peut prendre ses congés payés dès l'embauche. C'est ce qu'on appelle la prise de congé par anticipation. Et pour rappel, tout salarié bénéficie de 2,5 jours de congés payés par mois de travail effectif. Il y a une autre légende urbaine qui tourne à propos des congés payés, c'est que le salarié a le droit de choisir ses dates de congés payés. Alors ça, c'est pas tout à fait vrai, parce que l'ordre de départ et la période de congés payés est normalement fixée par la convention collective et à défaut peut également être fixé par l'employeur après consultation du comité social et économique. Donc l'employeur définit des critères d'ordre de départ et également une période pendant laquelle les salariés peuvent partir en vacances. Donc il dispose d'un pouvoir de direction d'accepter ou de refuser la période de congé proposée par ses salariés. Il peut également l'imposer lors d'une fermeture d'entreprise. Et surtout, ce qui n'est pas une très bonne nouvelle pour les salariés, c'est que l'employeur a le pouvoir de modifier la date des congés payés de ses salariés jusqu'à 1 mois avant leur départ. C'est pour ça que nous, on incite vraiment les personnes en entreprise et notamment les institutions représentatives du personnel à négocier des délais plus longs en négociation collective. Très bien, merci Léna. Pierre, un contrat de travail doit forcément être écrit. Vrai ou faux? C'est faux, c'est une légende urbaine. Vous avez une disposition du Code du travail qui vous dit que le CDI, c'est la norme pour un contrat de travail. Donc si vous travaillez sous la direction d'un employeur et qu'à la fin du mois, vous avez un salaire, même s'il n'y a pas de contrat de travail écrit, vous êtes en CDI, automatiquement. Donc, absence de CDI égale contrat de travail. Simplement, il faut réussir à prouver quand même, si jamais il y a un litige, que vous avez effectivement travaillé. Donc, c'est là qu'on invite souvent nos clients à garder des traces de la réalité de leur travail, du lien de subordination avec l'employeur. Ensuite, donc vous êtes en CDI à temps plein. Par contre, l'employeur, s'il veut considérer que vous êtes en CDD ou en contrat à temps partiel, là, il devra forcément justifier d'un contrat de travail écrit avec le salarié. C'est pour ça, c'est un petit conseil aussi pour nos auditeurs, c'est que quand vous avez une relation de travail qui se commence et que vous n'avez pas de contrat de travail qui a été écrit et remis par l'employeur, si l'employeur revient 1 mois, 2 mois après en vous disant « Ah tiens, on a oublié de signer le contrat »,
attention aux clauses, parce que normalement, vous ne pouvez pas antidater ce contrat, vous ne pouvez pas, surtout pas, par exemple, dire ah, cette relation de travail était à durée déterminée. Et voilà, donc faites bien attention à ce que l'employeur vous propose, vérifiez que ce n'est pas antidaté, vérifiez bien les clauses du contrat. Vous n'êtes pas tout seul pour le faire, on vous le dira aussi tout au long de ce podcast. Vous avez des syndicats qui sont là pour vous aider, vous avez des avocats qui sont là pour vous aider, vous avez l'inspection du travail qui est là pour vous aider. Donc voilà, prenez tout le temps de lire les choses avant de les signer, c'est extrêmement important. Et si je commence à travailler sans contrat de travail, et dès le premier jour, je suis en CDI, c'est quoi l'histoire? Ou non, enfin... Alors, il y a dès le premier jour, je peux être en CDI. Simplement, en matière de CDD, l'employeur a 2 jours, 48 Ah, heures c'est ça. pour vous remettre le CDD. Il y a Voilà, quand même il a un délai de 48 heures. Mais normalement, dès le début de la relation, vous devez savoir c'est si vous mieux. êtes en CDD ou en C'est CDI. certain. Ouais. Non, mais c'est sûr. D'ailleurs, la plupart du temps, je pense que ça se passe très bien, mais il y a des cas, voilà. On Ouais. voit Il y a- de tout. On voit de tout. Alors, un CDD, on va rester dans cette notion de CDD, un contrat à durée déterminée, est d'une durée maximale de 18 mois. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Alors, c'est plutôt faux, mais ça dépend. Alors, il convient de vérifier les motifs du CDD. On peut dire que la durée maximale d'un CDD standard est de 18 mois. Toutefois, il y a plusieurs cas de CDD qui pourront très bien attendre 24 mois, voire 36 mois. Il existe encore de CDD sans un terme précis. C'est l'exemple d'un CDD de remplacement, c'est-à-dire le salarié est recruté pour remplacer quelqu'un. Alors, il est évident que ce CDD va prendre fin quand le salarié revient. Il existe évidemment encore certains secteurs d'activité, comme l'audiovisuel ou la restauration, où on a les CDD d'usage. Alors, ces CDD peuvent être successifs et on a les cas au cabinet, on a plusieurs dossiers où on voit des personnes qui ont été en CDD pour une durée de 20 ans ou même 30 ans. Alors, effectivement, dire qu'en CDD ne peut pas dépasser les 18 mois, c'est faux. C'est D'accord, plutôt faux. merci. Une autre question, on va sortir des CDD, on va parler des cadres maintenant. Euh, Beaucoup pensent qu'ils ne peuvent pas faire d'heures supplémentaires. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Alors, c'est également faux et également ça dépend. Alors, Ah, bah, c'est simple le droit, vous c'est l'aurez simple, compris. c'est trop simple. Attention. Alors, ça dépend du régime d'organisation du temps de travail auquel le salarié cadre est soumis. Si le salarié cadre est soumis à un régime dit de forfait jour, là, il ne pourra pas bénéficier des heures supplémentaires. Pourquoi? Tout simplement parce que quand on est en forfait jour, les temps de travail est décompté en jours et non pas en heures. Alors, on ne peut pas avoir des heures supplémentaires. Toutefois, il n'y a pas tous les cadres qui sont en forfait jour. Et du coup, si on n'est pas en forfait jour, a priori, on est soumis à la durée légale du travail de 35 heures. Alors, chaque heure supplémentaire va être traitée comme une heure supplémentaire, rémunérée et majorée comme telle. Alors, il faut bien vérifier votre contrat de travail et les dispositions concernant la durée du travail. D'accord. Étant précisé également que ce n'est pas parce qu'un salarié bénéficie d'une convention de forfait en jour que celle-ci est nécessairement valable, et également en fonction de l'exécution du contrat de travail, notamment si l'employeur ne s'assure pas d'une bonne charge de travail du salarié. Celle-ci, nous, en tant que cabinet d'avocats, on peut la faire tomber. Et dans ce cas-là, chaque heure supplémentaire, chaque heure réalisée en dehors du cadre légal de 35 heures sera considérée comme une heure supplémentaire et on pourra demander leur paiement. Ok. Alors justement, on va rester sur cette thématique des heures supplémentaires pour tout le monde. L'employeur, là cette question s'adresse à Pierre, l'employeur doit payer les heures supplémentaires que s'il les a expressément demandées. Alors, ça, c'est ce qu'on voit, ce qu'on a souvent dans notre profession. Les heures supplémentaires, c'est des vraies problématiques en matière de contentieux, le paiement des heures de travail effectuées. Et très souvent, effectivement, les cabinets d'avocats employeurs nous opposent. Vous demandez des heures supplémentaires, mais on ne vous les a jamais demandées. Ou pire, on vous sort parfois des règlements intérieurs, des notes de service, voire des contrats de travail qui disent une heure supplémentaire ne peut être réalisée que si elle est expressément demandée. Alors, on a 2 principes qui doivent coexister. Alors, il est vrai que le salarié ne peut pas auto-réaliser des heures supplémentaires. Ce n'est pas lui qui décide de ses heures de travail.
hors système de forfait jour évidemment. Donc dans ce cas-là, le salarié, il est contraint par les horaires collectifs de travail. Mais si la charge de travail rend euh, nécessaire la réalisation de ces heures de travail, elles devront être payées. En gros, c'est à l'employeur, là encore, de donner une charge de travail qui soit réalisable pendant les horaires Mhm. normaux de travail. Et s'il ne le fait pas, et si on est en surcharge de travail, les heures, elles devront être payées. D'accord. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc même si vous avez une clause, même si elle est contractuelle, qui vous dit vous ne pouvez pas faire d'heures sup si je ne vous le demande pas, sachez que c'est pas impossible d'en obtenir le paiement. Et ce qu'on conseille évidemment à nos clients, c'est d'avoir, et même les salariés en forfait jour, d'avoir un tableau, un agenda dans lequel ils notent leurs heures quotidiennement avec le temps de pause. Comme ça, si jamais un jour il y a un contentieux là-dessus, on sera en mesure de prouver la réalisation Mhm. des heures de travail effectuées et leur paiement devant le conseil de prud'homme. Ok, merci. Une dernière question pour cette partie sur l'exécution du contrat de travail. On va parler du reçu pour solde de tout compte. Je sais que vous avez beaucoup de questions là-dessus. Est-ce qu'il faut le signer pour recevoir les sommes qui y sont mentionnées? Alors attention, il n'est pas obligatoire de signer les reçus pour solde de tout compte et l'employeur ne peut pas se prévaloir de ce refus pour ne pas régler les sommes qui sont dues, hein. Alors vraiment attention, si le salarié signe ce document, il n'a que 6 mois à sa disposition pour le dénoncer et contester les sommes qui sont mentionnées. S'il ne le signe pas, il y aura les délais standards qui vont s'appliquer de prescription selon son action. Alors, nous, on conseille vivement tous les salariés, et notamment, mais pas que les salariés qui souhaitent contester leur licenciement ou les sommes qui sont affichées sur le reçu pour solde de compte, de ne pas signer ce document. D'accord. Je te remercie, Maritina. On arrive à la fin de cette première partie. Je ne l'ai pas dit, mais nos juristes vous ont préparé un petit quiz, les amis. Donc, vous allez pouvoir tester vos connaissances à la fin de l'émission. Nestor, parce qu'il est juste extra, il va vous envoyer le QR code et le lien. Ça va être dispo sur votre écran. C'est un questionnaire d'1 minute. Voilà le QR code. Et là, on va envoyer le dernier jingle et attaquer la toute dernière partie de l'émission et les sanctions disciplinaires et le pouvoir de l'employeur. C'est parti. J'ai fait sauter une question. Mais c'est 41 minutes, il nous reste. Pour battre en brèche les légendes urbaines du droit du travail. Merci à nos 3 experts de répondre à nos questions. Merci pour ces jingle rock, Nestor, ils sont top, on adore. Alors, on va démarrer avec une affirmation. Le travail réalisé le dimanche est mieux payé. Alors, c'est ni vrai ni faux, ou vrai et faux, je ne sais pas trop comment le présenter. Et comme dans beaucoup de situations dans le droit, la réponse dépend. Alors, elle dépend de quoi? Elle dépend de la convention collective applicable ou alors de l'accord d'entreprise qui a été signé au sein de la société. Donc, si votre convention collective ou votre accord d'entreprise prévoit la majoration des heures réalisées le dimanche, dans ce cas-là, vous y aurez droit si vous effectuez du travail le dimanche. Néanmoins, la loi ne prévoit aucune obligation pour l'employeur de majorer ses heures. Voilà. Sauf dans un cas, encore une fois, sur le droit local. Voilà, sur le droit local, on a quand même une spécificité. C'est que normalement, le travail du dimanche, il est interdit, notamment dans l'e-commerce, en Alsace-Moselle. Hein, vous l'avez déjà vu, les magasins sont fermés. Sauf, il y a une autorisation qui existe pour 4 dimanches avant Noël. Et les partenaires sociaux, donc les syndicats, ont réussi à obtenir le fait que les commerces qui sont ouverts le dimanche, ces 4 dimanches avant Noël, leurs salariés puissent bénéficier d'une majoration de salaire de 100%, un doublement du salaire pour ce travail fait, et surtout que les salariés, que seuls les volontaires puissent travailler ces dimanches avant Noël. Donc ça, c'est une spécificité du droit local qui a été acquise grâce à la négociation collective et au travail des organisations syndicales.
Merci Pierre. Alors Pierre, on va continuer sur les sanctions disciplinaires et le pouvoir de l'employeur. Sachant que tu es employeur aussi, hein, tu as la double casquette. Mon employeur a le droit de lire mes messages sur mon ordinateur professionnel. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Eh bien, c'est vrai, l'employeur a le droit d'accéder à la messagerie professionnelle du salarié. Il faut avoir en tête que l'ordinateur est professionnel, est présumé être professionnel. Il est mis à disposition du salarié et la messagerie interne, interne, hein, je ne parle pas de la messagerie personnelle du salarié, la messagerie interne de l'entreprise, elle aussi est présumée être professionnelle. Donc tout ce qui circule sur cette messagerie est présumé être professionnel. Ce n'est que si le salarié écrit explicitement, par exemple sur les mails qu'il envoie ou qu'il reçoit, ou sur les fichiers qu'il a enregistrés sur le disque dur personnel, ce fichier est personnel, que l'employeur n'a pas le droit d'accéder à ce fichier. Alors, notre petit conseil, n'écrivez pas votre prénom sur ce fichier. Si j'écris Pierre sur le fichier, mon employeur peut quand même y accéder. Ça veut dire simplement c'est le fichier de Pierre, mais Pierre avec sa casquette salarié. Par contre, si j'écris personnel, l'employeur n'a pas le droit d'accéder à ce fichier. Et donc là, vous êtes protégé. Super, ok, merci pour ces précisions. Un salarié en arrêt maladie ne peut pas être licencié. Vrai ou faux? C'est faux. Il y a une légende urbaine qui circule, une vraie rumeur, comme quoi, lorsqu'on est en arrêt maladie, on bénéficie d'une sorte de totem d'immunité. On ne peut pas être touché, pas être licencié. Alors, c'est pas tout à fait vrai. Quand on est en arrêt maladie, on ne peut pas être licencié sur le motif de la maladie. Donc, je ne peux pas être licencié parce que je suis malade. Ça constituerait une discrimination au sens du Code du travail. Mais il y a certains cas dans lesquels je peux être licencié si je suis en arrêt maladie. Donc déjà, le licenciement ne doit pas reposer sur la maladie. Et ça peut être notamment pour un motif disciplinaire ou économique. Lorsque le salarié est déclaré inapte, là encore, ça dépend des conditions, c'est à voir au cas par cas. Mais surtout, un salarié en arrêt maladie peut être licencié pour trouble objectif au fonctionnement de l'entreprise qui nécessite son remplacement définitif. C'est-à-dire que l'absence du salarié désorganise l'entreprise. Je parle bien de l'entreprise et pas du service au sein duquel il travaille. Et ça nécessite son remplacement pour éviter justement cette désorganisation. D'accord, ok. On va rester sur cette histoire de licenciement. En cas de licenciement, l'employeur doit obligatoirement verser une indemnité de licenciement. Vrai ou faux? Encore une fois, c'est faux. C'est Donc, obligatoire. Non, pas obligatoire. Il y a des cas bien précis dans lesquels c'est pas obligatoire. Donc, ce n'est pas obligatoire si le salarié est licencié pour faute grave ou pour faute lourde. Mais également, ce n'est pas obligatoire si le salarié en CDI qui se fait licencier bénéficie de moins de 8 mois d'ancienneté au sein de l'entreprise. Et sur cette question, on voit souvent quand on analyse des règlements intérieurs, des clauses dans le règlement intérieur qui précisent que si le salarié est licencié pour faute lourde ou faute grave, il n'aura pas le droit au paiement de ses congés payés acquis. Ça aussi, c'est totalement faux. Le salarié qui acquiert des congés payés, c'est son droit le plus essentiel. Donc, il y a eu un revirement de jurisprudence en la matière. Désormais, le salarié qui se fait licencier pour quelque motif que ce soit, s'il a acquis des congés payés non pris, devra être indemnisé via le versement d'une indemnité compensatrice de congés payés. Et je précise que contrairement à ce qu'on croit, le niveau des indemnités légales de licenciement est très faible en France. C'est-à-dire c'est un quart de mois de salaire pour les 10 premières années, puis un tiers de mois de salaire pour les années suivantes. Vous faites vite le calcul, hein. Pour avoir un mois de salaire, il faut déjà avoir 4 ans d'ancienneté d'entreprise. Et en fonction de votre salaire, les petits salaires auront une petite indemnité. Heureusement, on a quand même des conventions collectives qui sont plus favorables et qui vont dans un niveau parfois assez généreux. Mais tout dépend en fait du secteur d'activité dans lequel vous travaillez et justement de l'activité des organisations syndicales qui auraient pu négocier, améliorer la loi pour les salariés. Donc toujours pareil, toujours le même conseil, si vous avez des représentants du personnel de l'entreprise, gardez le contact avec eux, prenez des renseignements auprès d'eux pour savoir quels sont vos droits et s'il n'y a pas de représentant du personnel, voilà, inspection du travail ou avocat pour vous renseigner. Ou la maison de la justice Maison de justice et du droit qui fait aussi des permanences d'avocats, permanences gratuites. Ouais. Très bien. On va rester sur le licenciement. Maritina, il n'y a pas de licenciement sans avertissement préalable. Il faut minimum 3 avertissements avant d'être licencié. C'est vrai ça?
Malheureusement, non. Il Ah, s'agit encore une fois une légende urbaine qui est fausse. Il n'y a aucune obligation légale d'avertir ou de sanctionner le salarié préalablement à l'engagement d'une procédure de licenciement, hein. Tout dépend du comportement fautif du salarié. Il peut très bien avoir une seule faute qui justifie en licenciement et même en licenciement pour faute grave, hein. Dans les cas, par exemple, des agressions physiques ou du harcèlement sexuel, pas besoin d'être averti avant d'engager une procédure de licenciement. Toutefois, il faut quand même bien vérifier le règlement intérieur applicable au sein de votre entreprise, ainsi que la convention collective, parce que là, on peut avoir quelques dispositions qui vont dans ce sens. Et on a l'exemple de convention collective qui prévoit effectivement qu'un salarié, que si l'employeur souhaite licencier un salarié pour faute grave, il faut l'avoir préalablement sanctionné. Alors, faites quand même attention à ce qui est prévu par votre règlement intérieur ou la convention collective, mais d'un point de vue légal, non, c'est pas vrai. d'accord. Et vous savez quoi? On arrive tout doucement à la fin des questions. On a balayé un nombre incalculable de thématiques différentes. Je pense qu'on a perdu tous les auditeurs là. Ils sont en mode au secours. C'est trop compliqué. C'est vrai que c'est compliqué le droit et ça bouge tout le temps, hein, cette complexité là, surtout en droit du travail. Ça bouge tout le temps, tous les ans, on va dire. Tous les jours. Tous les jours, Effectivement. ça bouge tous les jours. Hein. C'est sympa ça. Ça va être sympa pour suivre. Bon, on vous invite à répondre, à participer au petit quiz que les filles vous ont préparé. Testé Que- et approuvé par nos stagiaires. par nos Hein. stagiaires Igor et Ninok qui sont en régie, en train de tenir compagnie à Nestor et choisir le prochain jingle. Attention. D'ailleurs, pendant que on va conclure tranquillement, on peut peut-être envoyer le QR code. Ah, merci Nestor, il est top. Oh là là, je l'épouse. Ouais. Et il nous met le QR code. Trop bien. Pierre est pas d'accord. Pourquoi tu n'es pas d'accord pour que j'épouse Nestor, toi? Alors, ok. On va conclure tranquillement pendant que vous répondez tous au petit quiz. On va conclure par, comment dire? Donc cette complexité du droit aujourd'hui et cette évolution constante, elle est évidemment, comment dire, challengée par l'intelligence artificielle. Vous faites partie des métiers qui sont, oui, un peu secoués, en tout cas, où on regarde un peu ce qui se passe. Donc, je voulais qu'on vous écoute là-dessus. Qui veut parler? Qui veut prendre la parole? Je me permets. On a effectivement, on voit venir l'intelligence artificielle de façon un peu surprenante. C'est-à-dire que certains de nos clients travaillent avec l'intelligence artificielle, commencent à prendre l'habitude de poser des questions à l'intelligence artificielle. Elles viennent nous voir avec, par exemple, des documents, voire des synthèses, parfois de plusieurs dizaines de pages, avec l'intelligence artificielle, donc selon les questions qui ont été posées, qui dit, voilà, vous pouvez obtenir des dommages et intérêts pour ci, pour ça, et qui cite beaucoup de jurisprudence. Et pour nous, déjà, c'est pas toujours agréable parce que on a effectivement l'impression de se faire un peu challenger en droit et de se dire, oh, on est moins bon que la machine. Ça, c'est sûr que c'est pas agréable. Mais surtout, on voit que la plupart des informations données sont fausses. À savoir que 99% des références, j'ai plusieurs exemples récents, Ouais. données par intelligence artificielle de jurisprudence n'existent pas. Soit on a des arrêts qui n'ont rien à voir avec la question posée, soit carrément des arrêts qui ont été inventés par la machine, des solutions qui ont été inventées. La machine, l'intelligence artificielle va se référer à des sites ou des blogs qui parfois sont même plus à jour. Donc parfois on nous dit la solution c'est ça, vous avez droit à des dommages et intérêts, alors que c'est absolument faux. Il y a eu des revirements de jurisprudence ou alors la faute n'existe pas, ou parfois vous propose des montants démesurés alors que malheureusement en France l'indemnisation des préjudices est relativement faible, il faut en avoir conscience. Donc voilà, dans l'intelligence artificielle on commence à y être confronté.
Et parfois, vraiment, ça nous complique les choses parce il faut expliquer Au au client Ouais. que non, ce que vous a dit la machine n'est pas juste et n'est pas conforme à la réalité. Et aussi, une chose que l'intelligence artificielle, à mon sens, ne peut pas amener, c'est tout ce qui est stratégique. Parce que le droit du travail, c'est un droit humain. Vous travaillez avec un employeur, dans un environnement humain, avec des collègues, avec des représentants du personnel, avec un médecin du travail, un inspecteur du travail, peu importe. Et tout ça, tous ces facteurs-là, il faut les avoir en tête pour savoir, quand le salarié, par exemple, est dans l'entreprise, quelle est la meilleure stratégie. Par exemple, est-ce que le salarié veut rester dans l'entreprise, veut quitter les effectifs, etc. Et tout ça, si vous ne passez pas du temps à discuter avec le salarié, à questionner qu'est-ce qu'il veut, quel est cet environnement social, vous n'arriverez pas à trouver la bonne réponse pour lui. C'est pas binaire, c'est pas oui ou non. Il faut vraiment avoir cet environnement, ces questions à poser au salarié. Puis il a le droit de changer d'avis, le salarié aussi Le en cours de salarié, route, voilà. évidemment. Voilà. Et après, soit on va au contentieux, soit on essaie de trouver une solution amiable avec l'employeur. Et la machine ne vous dira pas essayer de trouver une solution amiable, enfin rarement en tout cas. Elle ne vous dira pas ce qui est correct. Donc ça, c'est des éléments importants. À titre personnel, je fais aussi beaucoup de conseils collectifs, c'est-à-dire de conseils aux syndicats et au CSE. Là, l'intelligence artificielle alors, peut nous aider éventuellement sur les éléments factuels, à formaliser certaines clauses, à avoir une bonne rédaction. Ça, je ne dis pas. Mais à trouver une solution quand vous avez un conflit collectif, évidemment, là, je ne pense pas que l'avocat, aujourd'hui, puisse être remplacé par l'intelligence artificielle. Donc, ce qu'on constate aussi, ça, par contre, c'est une réalité pour tout ce qui est le fait de résumer et de mettre en forme des faits, parce qu'on dit souvent que ce sont les faits qui font le droit. Ça, par contre, effectivement, l'intelligence artificielle peut vous aider à formaliser certains propos, certaines expressions pour que ça présente bien. Voilà. Mais pour l'instant, pour moi, l'intelligence artificielle, je sais qu'elle va prendre beaucoup de poids dans notre profession, mais n'est pas encore prête à nous remplacer, heureusement. Ouf, pour nos emplois. Ouais. Ok. C'était un peu le mot de la fin. C'était bravo, merci. Donc l'intelligence artificielle ne va pas nous remplacer. Pour l'instant. Pour l'instant. Merci infiniment pour ces réponses, d'avoir pris le temps de participer à ce podcast ce matin. C'était dense, mais intéressant. On vous invite, n'oubliez pas de répondre au quiz qu'on a préparé. Franchement, il est rigolo. Vous avez les réponses à la fin. Une fois que vous validez, vous avez votre score qui apparaît directement. On a fait ça vraiment super bien aux petits oignons. On peut remettre le QR code de Nestor si tu veux bien. Et vous pouvez aussi, donc à la fin, vous aurez les réponses, votre score et les réponses. Vous verrez, c'est rigolo. Et même des ados là qui révisent le bac. D'ailleurs, c'est le bac de français là en ce moment. Qu'on pense à vous, les piou-piou. Bon courage les parents dans cette période pas évidente. On vous souhaite un bon printemps du podcast. On remercie vraiment très chaleureusement toute l'équipe de Radio Arc-en-Ciel de nous avoir accueillis. Un mot pour finir, pour cette expérience, résumer l'expérience, comment vous avez vécu ça? Un mot? Je dirais, méfiez-vous des légendes urbaines et adressez-vous aux spécialistes. Ah ouais, Oui, bien c'est vu. Elena? Moi, ce serait plutôt ça dépend. Ça dépend. Ça dépend de la C'est situation. toujours la réponse d'un juriste. Ça dépend. Et Pierre? Moi, je dirais, vous avez compris, on vous invite vraiment à ne pas rester seul. Vous avez des conseils, vous avez des syndicats, vous avez des représentants du personnel, vous avez de l'inspection du travail, les avocats. Donc, quand vous avez un doute, renseignez-vous avant d'engager une action, avant de signer quelque chose. Ne signez rien sans vous renseigner. C'est extrêmement important. Et restez solidaires les uns des autres. C'est ce travail entre collègues et cette solidarité qui me semble primordiale à conserver de nos jours. Et il y a toujours des solutions pour les salariés, surtout ne pas rester seul. Ouais. Merci à tous, c'est chouette, en plus c'est porteur d'espoir, on vous kiffe. Et bon printemps du podcast, on va vous quitter là-dessus, gros cœur sur vous, comme disent les jeunes, là, tac, je peux aller à la caméra, je n'ai pas compris, je vais regarder moi. À très bientôt et merci à tous. C'était Merci chouette. tout le monde. Au revoir.